Bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de la série Innovation et modèles d'affaires en immobilier. Je suis André Desserre, titulaire de la chaire Ivanhoé Cambridge d'immobilier de l'ESG-UQAM et j'ai le plaisir de coproduire cette émission avec JBC Média. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir M. Stéphane Doré, président de l'Association des estimateurs et économistes de coûts de construction du Québec. Alors, bienvenue à notre émission, M. Doré. Bonjour. Vous êtes président de, je vais le nommer au long, l'Association des estimateurs et économistes de coûts de construction du Québec. Et vous y êtes impliqué depuis plusieurs années. Pouvez-vous nous en parler un peu? Effectivement. Bien, tout d'abord, l'association, c'est un regroupement de professionnels, c'est-à-dire des spécialistes des coûts de construction. Et la mission qu'on a comme association, dans un premier temps, c'est d'encadrer d'une façon déontologique la pratique, de certifier la formation. Donc, on offre une certification qui démontre que les gens qui sont membres de l'association sont soit estimateurs ou économistes de la construction. On a également la promotion de la connaissance. Donc, il y a un volet éducatif dans tout ça qui est obligatoire, qui est nécessaire. Et le dernier des points, je vous dirais, parce que l'année passée, on a fait un peu une refonte de la vision puis de la mission de l'association. Le dernier des points, c'est de travailler à une reconnaissance professionnelle du titre. Ce qui va avoir pour impact, c'est, en fin de compte, d'être capable d'opérer dans un cadre légal. C'est un peu comme les traducteurs, c'est un peu comme les infirmières. C'est pas un champ de pratique, c'est un titre réservé. Et la vision qu'on a, dans le fond, dans un avenir proche, c'est réellement être un incontournable comme spécialiste de coûts dans le milieu de la construction. Et vous n'êtes pas à l'association à plein temps. Vous avez une autre carrière. Non, c'est ça. Évidemment, je suis directeur principal chez Hatch et également associé là. Hatch, c'est une firme de génie conseil. Je n'élabore pas plus sur ça. C'est principalement pour l'association qu'on est ici. Et si je peux me permettre de faire un petit brin d'histoire sur l'histoire non pas de l'association, mais de la profession comme telle d'économiste de la construction. Ça fait peut-être 150 ans que ça existe, ça. Et ça a été créé en Angleterre, au Royaume-Uni. Et je vous dis 150 ans. Comment c'est arrivé ici? Évidemment, il faut regarder l'histoire d'où on vient pour savoir comment ces gens-là sont arrivés ici. C'est arrivé ici lors de la construction des grands chemins de fer. À l'époque, c'était John A. Macdonald qui était premier ministre. C'est lui qui a lancé ça et, par voie de conséquence, a tenu à apporter ce genre de professionnels-là pour s'assurer qu'il était capable de comptabiliser les coûts correctement. Est-ce que ça existe ailleurs aujourd'hui? Oui, évidemment, ça existe en Angleterre et ça a été fondé sous le titre, c'est le Royal Institute of Chartered Surveyors. La même chose existe, c'est des quantity surveyors qu'on appelle en Angleterre. La même chose existe en France et ils appellent ça, c'est des économistes de construction. Donc, c'est l'Union des économistes de la construction de France. Et eux, c'est un ordre professionnel là-bas et ils fonctionnent par décret. C'est-à-dire que l'État s'assure que chacun des grands projets utilise un économiste de construction. C'est une obligation, ce qu'on n'a pas ici. Le Canada, évidemment, on parle de ces années-là, ils ont bâti le chemin de fer. Qu'est-ce qui est arrivé par la suite? Ça a été uniquement en 1959 où la première organisation a été faite. C'était à Toronto et c'était Professional Quantity Surveyor. Donc, de là a été créé. 1959. Comment c'est arrivé au Québec? 1973. Donc, ces gens-là ont décidé qu'ils se faisaient une association, l'association des économistes, estimateurs et économistes de la construction. Ça existe ailleurs, ça existe aux États-Unis, ils ont d'autres noms, mais il n'y a pas de reconnaissance professionnelle comme telle. Aux États-Unis, c'est cost engineer, construction estimator, ou construction professional, ou quantity surveyors, mais c'est pas regroupé d'une façon aussi sérieuse que ça se fait en Europe. Et l'histoire est intéressante dans tout ça parce que faut voir d'où on vient, où est-ce qu'on s'en va. On est en 59, 73, on fait la première association des économistes de construction au Québec. 78, on se joint à l'Association canadienne.
C'est Canadian Institute of c'est CIQC, Quantity Surveyor. Et de là, tout fonctionne bien jusqu'en 2015. 2015, et là, il y a eu différentes étapes qui s'est fait, c'est-à-dire que les associations étaient chapeautées par le Canada, il s'est fait des associations qui ont été plus provinciales. Ici au Québec, j'étais pas là à l'époque, mais je vous dirais, il y a eu un peu une légère mésentente et les conditions gagnantes étant réunies, les gens se sont séparés et ont retourné à la base. Donc, c'est l'association des estimateurs et des économistes de la construction du Québec, maintenant. Alors c'est là qu'on est. OK. Mais vous êtes ingénieur? Oui. C'est ingénieur... civil. Et de quelle université? De l'ETS. De l'ETS. Puis vous l'avez ce titre, économiste, ECCQ, oui. économiste de coûts de construction du Québec. Qu'est-ce que ça prend pour obtenir ce titre? Quand on va sur le site de l'association, c'est bien expliqué, il y a 3 cheminements qui sont possibles. Dans un premier temps, là on parle d'économistes, il y a également des estimateurs. Il y a deux titres qui sont disponibles, notamment au niveau des estimateurs, pour commencer là, c'est que les titulaires d'un diplôme collégial en estimation sont reconnus directement par l'association. Il y a eu un travail de fait dans les dernières années pour s'assurer que le programme dans lequel les gens faisaient leur formation était bel et bien celui que l'industrie voulait. Donc, tout ça s'est adapté. Donc, ce qu'ils ont à faire, c'est de passer un examen déontologique, évidemment. Ils veulent s'assurer qu'ils ont pris le temps de lire ça. Et eux, automatiquement, sont accrédités. Là, il y a un deuxième chemin qu'on peut prendre, c'est-à-dire on doit avoir une certaine formation plus un certain nombre d'heures. On parle de l'ordre de 2000 fois 2, de l'ordre de 5000 heures d'expérience. C'est ça. Et il y a toujours ceux qui n'ont pas la formation requise, qui viennent d'un autre milieu, doivent démontrer 10 années d'expérience, plus toujours le 5000 heures. Et ça, c'est valable dans les deux cas. Autant pour l'économiste, les critères demandés, évidemment, sont différents parce que le travail d'économiste, c'est différent. Puis en plus de ça, l'économiste doit produire 2 essais sur des sujets très précis qui sont demandés par l'association. C'est pas un titre qui s'obtient gratuitement. Ça prend un petit peu d'effort. On a, dans les dernières années, modifié les examens. C'est pas mal plus coriace que c'était. Parce que au niveau de l'économie de la construction, on veut s'assurer je vous dis ça, qu'il y a des notions d'économie qui sont maîtrisées. Même si c'est des notions de base, on veut voir au moins si les gens opèrent bien dans ce cadre-là. Alors, je crois que c'est important d'éclaircir que la partie estimateur de coûts de construction, oui, qui est déjà une formation qui est déjà offerte dans plusieurs institutions collégiales. Oui. Puis il y a la partie plus économiste, là, que vous appelez économiste de coûts de construction. Tout, si je comprends bien, cette partie économiste, ça ne veut pas dire que les gens sont formés avec un titre d'économiste des universités. C'est économiste vraiment relié à l'estimation de tout ce qui se fait avant d'entreprendre les chantiers de construction. Oui. Bien, vous savez, ça, économiste de la construction, c'est un titre parlement qui a été, depuis les années, comme je vous expliquais, qui a été dérivé de... C'est arrivé ici, Construction Economist, ils ont traduit ça de l'anglais au français, économiste de la construction. Bon, on vit avec ça aujourd'hui. Je peux comprendre que ça peut froisser certains économistes qui ont une formation en finance. Maintenant, vous savez, il y a des ingénieurs de train. Bon, on ne s'en formalise pas, ils n'ont pas un bac en génie, c'est des opérateurs de train. Bon. Alors, ces estimateurs, c'est quand même un titre, là. C'est une formation qu'on rencontre dans plusieurs collèges au Québec. Tout à fait. Et il y en a combien au Québec? D'estimateurs, actuellement, au Québec, ce qu'on évalue, c'est de l'ordre de 4000. Des économistes, il y en a un petit peu moins, là, évidemment, mais on parle de 4000. Là. Puis estimateur et économiste de coûts de construction, vous en avez, c'est vous qui accordez le titre, c'est votre association. Oui, on en a combien? Il y en a peut-être 200 là, au Québec au complet. Là. Donc, c'est encore en nombre réduit. Bien, c'est en nombre réduit parce qu'il n'y a pas de loi qui vient encadrer ça.
Est-ce que ça serait nécessaire? Contrairement à... est-ce que c'est nécessaire? Effectivement que c'est nécessaire. C'est d'où la démarche d'aller chercher une reconnaissance professionnelle, un titre réservé. Et pourquoi le titre réservé? Il y a la question de la formation qui s'accroche après ça, et le suivi de la connaissance. Il faut que les gens se mettent à date dans leur milieu. Et l'autre point particulier, c'est qu'actuellement, il n'y a rien qui permet à un donneur d'ouvrage de distinguer le vrai du faux. N'importe qui peut utiliser le titre, comme c'est là. Ce qui est dommage parce que c'est pas... quelqu'un qui utilise le titre, c'est pas garant du savoir qui vient avec. Et je pense que ça a été démontré... dans le fond, la commission Charbonneau a amené du bon dans tout ça. C'est qu'ils ont mis en lumière la façon dont l'évaluation des projets était faite. D'un côté, chez les entrepreneurs, ce qui est intéressant, c'est que les estimateurs qui sont là, il faut le reconnaître, c'est des gens qui sont compétents parce qu'ils lient l'entreprise directement financièrement à un marché. Donc, tu ne peux pas te permettre de te tromper trop souvent puis d'arriver en bas. Puis si tu arrives au-dessus, tu n'as pas le projet. Puis si tu es en bas, c'est comme tu risques la faillite. Du côté des professionnels, c'est un peu moins vrai. Parce que c'était vraiment mis en lumière à la commission Charbonneau, c'est-à-dire que les gens se basent sur des prix unitaires moyens de projets qui ont pris à droite et à gauche. Maintenant, un prix unitaire, si on n'est pas capable de le décortiquer, c'est difficile de savoir si la donnée est valable. Et ça, la qualité de la donnée, je pense que c'est un élément primordial dans ce qu'on fait. Les projets publics subissent des dépassements de coûts. Il y a différentes raisons. Et une de ces raisons-là peut certainement être attribuable à une mauvaise qualité de données. C'est qu'on interprète une donnée dans un contexte, puis on vient de l'appliquer ailleurs, qui ne se ressemble nécessairement pas. Une question de base, là, pour qu'on comprenne bien ce que fait un estimateur et économiste de coûts de construction. Pouvez-vous nous expliquer à quel moment il intervient, là, puis c'est quoi exactement sa tâche, là? Qu'est-ce qu'il fait, là, sur le cycle de vie du bâtiment? Il y a deux volets à la réponse, c'est-à-dire, vous me demandez à quel moment il intervient, puis moi, je vais vous répondre à quel moment il devrait intervenir. Okay. C'est que, puis on regarde le modèle européen, c'est du jour 1. Le jour 1 étant quand on commence à penser à un projet. Quand on est sur la feuille de papier. Parce que ça permet de régler le chemin jusqu'à la fin, jusqu'à l'opérabilité de l'ouvrage. L'estimateur, lui, intervient dans une donnée où on a besoin de coûts sur une donnée concrète, un bâtiment, une route, un pont, quelque chose du genre. Un immeuble. Un immeuble. Qui nous intéresse beaucoup ici. Là, si vous suiviez. Alors, cet estimateur, c'est lui qui va évaluer combien ça coûte pour répondre à un projet, que le projet soit de l'ordre public ou qu'il soit d'ordre privé. Tout à fait. Et c'est une donnée dans le temps qui est aujourd'hui. On établit des coûts, un estimateur, de coûts de construction aujourd'hui. L'économiste, si c'est un projet qui va durer sur plusieurs années, immanquablement, la valeur de l'argent va évoluer dans les années. Donc, il doit prendre ça en compte, justement, parce qu'on accroche du financement autour de ça. Le financement, le risque, la contingence. Ouais. Vous avez évoqué la commission Charbonneau comme étant, si je comprends bien, un moment important là, pour repenser au rôle, aux compétences des estimateurs économistes de coûts de construction. Vous êtes entré en fonction en 2018, donc quelques temps après, non seulement la tenue de la commission, mais aussi du rapport. Qu'est-ce que ça change? Bien, je vous dirais actuellement, là, on parle de 2010, on parle de 2018 ou 2019 aujourd'hui. Qu'est-ce que ça a changé? Des donneurs d'ouvrages importants se sont posés la question, se posent actuellement la question, et il y a des actions qui sont entreprises de leur part pour certifier, dans un premier temps, les gens qui sont à l'interne. Ça, c'est la première des choses. Et les gens qui, à l'interne, qui font quoi? Des gens qui font de l'estimation. Toujours, on est au niveau de l'estimation. Chez les donneurs d'ouvrages. Puis des donneurs d'ouvrages, pour nous donner quelques exemples, là. Qui sont-ils? On parle de la Société québécoise des infrastructures. On parle du ministère des Transports. On parle de Hydro-Québec, qui est drôlement bien outillé. En passant, ces gens-là ne sont pas dépourvus de moyens. Là, l'étape suivante, c'est de se dire, OK, est-ce que mes gens sont réellement bien outillés? Est-ce qu'on peut leur passer une certification? Donc,
C'est là qu'on est rendu. Et dans ces donneurs d'ouvrages-là, justement, se posent également des questions sur la qualité de la donnée qu'ils ont. Comment la traiter? Et quand je vous disais, là, une suite statistique de prix unitaires, ça vaut pas cher si on ne sait pas d'où elles viennent, puis comment la gérer. Et vous me parliez de la commission Charbonneau, c'était le procureur Denis Gallin qui était à bras raccourcis sur un président d'une firme pour lui demander, vous faites de l'estimation, comment vous vous prenez? Puis le président de dire, vous savez, nous autres, on établit des prix à partir de bases de données qu'on a depuis des années, puis nos gens sont bons, ils sont capables d'établir des prix assez justes. Et là, Denis Gallin qui a pris la balle au bon, et les gens s'en souviennent, à s'approcher, puis dit, OK. Et quand les prix montent, vous prenez la donnée que vous avez, puis vous suivez le marché. Faites comment, vous? Quelle sorte de formation vous avez pour faire de l'estimation? Êtes-vous économiste de la construction? Et c'est un peu là le point tournant de dire, je pense que c'est quand même une évidence de voir que les gens ne sont pas formés correctement. Et c'est certainement une partie du travail que les professionnels font qui est probablement la plus négligée. Et dans le cadre d'annonces publiques de grands projets, les gens retiennent quoi au final? Le coût. Le coût et la durée. Et pourquoi on ne met pas plus d'efforts, autant chez les donneurs d'ouvrages que chez les professionnels, de dire, à l'instant, une composante importante dans tout ça, c'est que c'est l'annonce qu'ils font, et eux partent avec le ballon, puis on dit, nous, ça vaut X nombre de millions, puis ça doit être réalisé dans 4 ans. Si cette donnée-là n'est pas précise et pas juste, c'est malheureux, mais c'est l'ensemble de la société qui en paie le prix. Dans le cas des donneurs d'ouvrages privés, de propriétaires immobiliers, eux, c'est leur poche. On voit moins un peu l'impact, puis ils gèrent ça un petit peu plus serré. Mais quand c'est des politiciens qui annoncent, souvent, sont moins bien outillés pour être capables d'évaluer cette donnée-là. Et, dans le fond, ils se fient sur les gens qui sont en bas de eux, ceux qui relèvent de eux. Alors, c'est majeur. C'est là que vous avez été motivé. Oui. Et à prendre la présidence de l'association puis à améliorer les choses. Oui, et c'est là que je vous dis, la reconnaissance professionnelle du titre, c'est un point majeur. Et les gens qui ne réussiront pas à passer les examens, qui ne seront pas capables de démontrer le niveau de compétence, ne seront pas là. Alors c'est la mission, mais autrement dit... c'est la nouvelle stratégie de votre association. Absolument, absolument. Vous savez ce que de bien dans tout ça? Est-ce qu'on est en retard quand on regarde l'Europe? Oui, le Canada est en retard. Non, le Québec est en avance parce que nous, on est en train d'établir un positionnement. On est en train de faire la démarche pour aller chercher une reconnaissance qui est passablement importante. L'association n'est pas que ça. Il y a la certification et la promotion du savoir, mais c'est un des éléments qui vient renforcer la suite des choses. Et comment pensez-vous réaliser cette nouvelle mission d'établir une reconnaissance, d'établir une expertise, des compétences qui fait en sorte que, dans le futur, les estimations de coûts de construction, estimations qui tiennent compte de l'avenir au niveau économique, seraient plus justes? C'est une bonne question. Il y a un plan d'attaque qui est mis en place et c'est sûr qu'actuellement, on est à discuter avec les grands donneurs d'ouvrages à savoir, eux, ils ont besoin de quoi comme qualité d'individu. On a également des démarches de discussion avec les universités, notamment l'ETS. Eux offrent un certificat en économie de construction. Ça serait intéressant s'ils étaient capables de monter au niveau du bac. Donc, il y a les institutions qui s'accrochent à ça. Et également, autour de la table, les membres du conseil d'administration viennent de l'industrie privée. On sait ce que ça prend, où est-ce qu'on est au travers de tout ça. C'est d'essayer de créer un maillage au travers de tous ces gens-là pour un jour être capable de produire, d'avoir des individus qui sont certifiés, qui sont capables de garantir à la société que le travail qu'ils offrent, le prix est bon.
Est-ce que je me permettrai un commentaire? C'est sûr que la commission Charbonneau a bouleversé ou a fait état de la situation, qu'on jugeait, je pense que tout le monde pouvait juger qu'il y avait amélioration à faire. Mais il n'y aurait pas aussi une grosse influence qui vient du développement des technologies, de l'analyse des mégadonnées, de la disponibilité des données? On s'en va vers l'intelligence artificielle. Il n'y aurait pas cette influence technologique, là, Mais, oui, ça, c'est deux choses. C'est que l'influence technologique dans notre milieu, puis je dis dans notre milieu en général, pas uniquement au niveau de l'industrie de la construction, ça se passe à la vitesse grand V depuis les dernières années. Puis il faut comprendre qu'il y a des métiers qui existaient quand on a commencé notre carrière et qui n'existent plus aujourd'hui. Il n'y a plus de dessinateur avec un crayon. Ça n'existe plus aujourd'hui. C'est plus que ça, c'est que non seulement il n'y a plus de dessinateur, c'est qu'on fait Enter, on imprime la pièce avec une imprimante 3D. Donc, il y a des étapes, il y a du monde entre les deux qui n'existe plus. Des gens qui font des maîtrises sur des plans, ça n'existe plus. L'avènement du BIM amène ces choses-là. C'est qu'on vient gérer, oui, on vient gérer un paquet de données ensemble, du début jusqu'à la fin d'un projet. Malheureusement, ça ne va peut-être pas à la vitesse que ça devrait aller parce que la technologie va quand même plus vite que les individus ou que la société en général. Mais c'est sûr que si on regarde aujourd'hui à ce qui s'en vient en avant, je ne vous dirais pas que c'est inquiétant, c'est pas ça le mot. On va devoir s'adapter rapidement. Darwin a bien fait les choses quand il a parlé de la théorie de l'évolution, juste les forts qui vont survivre. Bien, ceux qui vont savoir s'adapter vont être capables de fonctionner dans ce milieu-là. Tant qu'il va y avoir de l'argent en circulation, on va avoir besoin d'économiser la construction, évidemment. Autrement dit, si je comprends bien ce que vous dites, en 2019, en 2020, là, on a beaucoup de moyens technologiques, de compétences, puis de données pour être capable de préciser les coûts. J'oserais dire préciser les coûts exacts de construction. C'est un petit peu plus prudent. En principe, oui. En principe, oui. On devrait être capable de gérer ces choses-là. Donc, c'est sur ça que vous voulez vous atteler au niveau de l'association. Oui, d'ailleurs, on a le congrès qui va avoir lieu le 24 mai qui traite de ce sujet-là en particulier, l'intelligence artificielle dans le domaine de la construction. Et cette année, contrairement aux autres années, on n'a pas pris uniquement des joueurs qui sont issus du milieu de la construction, mais des gens qui sont issus du milieu de l'intelligence artificielle pour nous expliquer enfin, le fonctionnement de toute cette chose-là, le 5G s'en vient, les gens en parlent, de comprendre ça va venir influencer quoi dans notre milieu. Comment on doit faire pour se préparer à ça? Quels sont les éléments qui sont un petit peu plus sensibles? Qu'est-ce qu'il faut regarder en premier? L'impact des données sur les bâtiments, c'est une chose. Sur les routes, c'est d'autres choses. Il y a des véhicules dans les carrières aujourd'hui, puis c'est pas quelque chose d'innovant, ça se fait déjà. Donc, on peut plus parler d'innovation, ça marche. C'est que des véhicules de carrière, c'est autant de l'appel mécanique qui charge le camion au camion qui s'en va au concasseur primaire. Il n'y a pas de chauffeur, ça marche 24 heures. On voit ça dans les entrepôts. On voit ça dans les entrepôts de marchandises. Il n'y a plus personne qui font ça. Dow Chemical à Varennes, ça fait longtemps. Il n'y a plus de monde. Ça se promène tout seul. Le styrofoam se met là, c'est empaqueté. Alors ça, c'est des changements qui devraient être pris en compte au niveau de l'estimation des coûts. Dans les coûts de construction, il y a de la main-d'œuvre, puis la main-d'œuvre, à son tour, est impactée par tous ces changements technologiques. Oui. Comment vous comptez faire ça? Comment on compte faire ça? Comment vous pensez que ça va se faire? Ouais. C'est autre chose. C'est une bonne question. C'est difficile à répondre parce que, vous savez, les choses changent tellement vite. On saute d'une pierre à l'autre. Hein? On n'a pas fini de régler ce qui est là sur la table actuellement. L'impact manuel, c'est clair qu'il va en avoir un. Il y a des machines qui posent de la brique automatique. Ça, on va vivre avec. Il va falloir vivre avec. Puis il y a l'industrialisation de la construction avec des pièces et des parties de bâtiments qui se font de plus en plus entièrement à l'intérieur d'usines, qui ne sont plus sur les chantiers. Et vous parlez d'un impact sur la main-d'œuvre. On peut regarder ça d'une façon triste. Par contre, si on regarde l'autre côté de la médaille, l'impact que ça va avoir sur la qualité de la construction et le contrôle des coûts va être majeur. C'est qu'on est capable de suivre tout ça. Ouais. C'est qu'on est capable de donner une vie résiduelle à un ouvrage donné parce qu'on contrôle les matériaux, parce qu'on est capable de compiler la donnée, puis on est capable de la gérer.
Vous êtes devriez être capable de mesurer l'obsolescence des matériaux puis des composantes tout au long du cycle de vie du bâtiment. Oui. Puis c'est ça que vous voulez faire au niveau de l'association? C'est pas ce qu'on veut faire au niveau de l'association, c'est ce qu'on doit faire qui est différent parce que l'industrie s'en va vers ça. Et c'est pas, on n'est pas à se poser la question, devrais-tu embarquer? Non, il faut embarquer dans ça. Il faut suivre ce courant-là. On n'est pas en arrêt, on est dans la parade. Mais déjà, il y a beaucoup plus de monde qui sont en arrière de la parade que dans la parade. Alors, oui. Puis je pense que c'est effectivement le mandat de l'association de bien renseigner ses membres sur l'évolution des choses, l'évolution du domaine. Fait que il y a plusieurs phénomènes qui touchent les coûts de construction en soi, là, qui sont vraiment du ressort de l'estimateur de coûts de construction. Mais est-ce qu'on pourrait dire qu'il y en a aussi qui touchent vraiment l'économie? Parce qu'on doit faire face au problème de main-d'œuvre. Il manque de la main-d'œuvre. Donc là, on tombe avec un problème avec une dimension plus économique. Comment un estimateur économiste de coûts de construction peut faire face à cet aléa-là sur les prix? Le problème de main-d'œuvre qu'on vit actuellement, pour parler de Montréal sur l'île, c'est la réalisation de plusieurs projets majeurs en même temps, qui n'a pas été concerté. C'est sûr que le REM amène, non pas son lot de problèmes, mais son lot d'inconvénients, dans le fond, c'est que ça demande une main-d'œuvre en même temps qu'on n'a pas fini le pont Champlain et que l'échangeur Turcot fonctionne encore et qu'on va faire bientôt le pont Hippolyte-Lafontaine, plus les travaux sur l'île de Montréal. Plus les grands chantiers de bâtiments qui se font. Ça, je veux dire, le mieux qu'on peut aller, c'est renseigner les donneurs d'ouvrage sur l'impact de la main-d'œuvre, d'avoir des courbes de main-d'œuvre qui se parlent entre eux. Actuellement, c'est pas le cas. Chacun fait son projet de son côté et amène les données. Mais bon, oui, dans le cas de la caisse de dépôt, c'est clair que c'était pour être difficile. Et ça, l'impact sur ce projet-là, quand on le regarde de lui-même, il se vit. Quand on le mêle à d'autres, non. Il y a quelque chose qui manque en quelque part. Mais l'estimateur ne devrait-il pas avoir justement cette fonction pour évaluer que les coûts de construction peuvent varier parce qu'il y a une rareté de main-d'œuvre? Oui. C'est pas au niveau de l'estimation, c'est beaucoup plus dans l'analyse de risque et le calcul de la contingence. Parce que, comme tel, un ouvrage donné sur une production donnée, ça devrait arriver à ça. Qu'est-ce qui vient impacter ça? C'est comment on évalue la contingence et le risque au travers de tout ça. Et quand je vous dis que l'économiste devrait être là au jour 1, la première des choses qui devrait être faite, c'est une analyse de risque, minimalement. Parce que l'analyse de risque, qu'est-ce qui arrive quand c'est bien fait? Bien, rien. C'est ça la beauté de la chose, c'est qu'il arrive à rien parce qu'on a mis en place des mesures de mitigation pour pas que les problèmes arrivent ou des éviter. À la lumière de tous ces changements technologiques, toutes ces nouvelles connaissances, en fait, il y aurait une formation de mise à niveau qui est à faire à un ensemble de professionnels, non seulement les employés, mais les professionnels qui œuvrent dans le domaine de la construction. Tout à fait. Tout à fait. On a vraiment quelque chose de majeur et est-ce qu'on pourrait penser que l'avenir de certains métiers ou de la place de certaines personnes en tant que professionnels ou experts dépend de leur capacité à s'adapter à ces nouvelles technologies? Je vous en ai parlé un petit peu plus tôt, c'est la théorie de l'évolution, juste les faire survivre. Les gens qui ne sauront pas s'adapter ne pourront pas rester dans un marché de cette nature-là. C'est une obligation qu'on a. C'est une obligation de regarder ça puis de s'en aller vers ça. Et pas uniquement comme professionnel, comme société. À un moment donné, il faut être réaliste, puis il faut parler des choses d'une façon honnête. Et c'est sûr que si on le fait sur la base individuelle, on va se le dire, pas besoin de ça, j'ai pas besoin de ça, mais au réel, oui, pour tes clients, pour la société, pour les donneurs d'ouvrage, pour la firme que tu représentes ou l'entreprise que tu représentes. L'amélioration des connaissances, ça a toujours été. Je pense que c'est ça qui nous permet d'avancer puis d'évoluer. Est-ce qu'en devenant, vous cherchez à devenir un ordre professionnel, est-ce qu'en franchissant ce cap là, de passer d'association à ordre, est-ce que
Ça vous donne des avantages? Est-ce que ça donne des avantages? Oui et non. L'avantage de l'ordre, c'est d'avoir un titre réservé, comme je vous expliquais, et d'être capable de distinguer celui qui a réellement les compétences de celui qui dit les avoir. L'ordre, comme tous les ordres professionnels, que ce soit les médecins, les avocats, les ingénieurs, les architectes, on a une obligation de formation. Certains, c'est 50, certains, c'est 30, certains, à chaque année. Donc, déjà là, l'obligation t'amène à suivre un peu de formation. C'est sûr qu'actuellement, l'association demande à ses membres, puis ça, c'est quand les gens signent, comme on remet le certificat, 50 heures de formation aux 2 ans. Par année, aux 2 ans? Aux 2 ans. Ce qui n'est pas énorme. 50 heures, c'est quand même vite fait. Il y a plein de bonnes conférences, de bons séminaires. Il y a des lectures qu'on peut faire. Aujourd'hui, on peut aller collecter de l'information sur le web. Il y a des choses qui sont gratuites, il y a des choses qui sont payantes. C'est disponible. Puis l'effort, dans le fond, est nécessaire de tout le monde. Et je me pose une question personnelle. 50 heures, ça semble beaucoup quand on est aussi sollicité par le marché du travail. Là. Tous les travailleurs actuellement sont très sollicités par leur employeur. Se libérer 50 heures, c'est déjà quand même quelque chose. Mais à la fois, est-ce que c'est suffisant pour s'approprier toutes les connaissances associées à tous les logiciels en modélisation de données, en modélisation d'informations? Alors, comment vous pensez pouvoir faire passer le cap? J'ai de la difficulté à vous répondre aujourd'hui. C'est ce qui est important. Je pense que déjà, si les gens font 50 heures, on a déjà un pas de fait. Et chaque problème amène ses solutions, dans le fond. Hein. Il faut regarder ce qui est en avant, ce qui est à faire, puis être capable de mesurer l'effort qui est nécessaire pour traverser, sauter la clôture, dans le fond. On a 50 heures aujourd'hui parce que ça semble être la norme minimale pour se tenir à flot. Maintenant, ce que vous dites, c'est que dans les prochaines années, est-ce qu'on va devoir réviser ça? Effectivement. Les choses ne sont pas statiques, donc les choses doivent évoluer. Et de 30 à 50 à 100, peut-être. Puis il y a la main-d'œuvre actuelle, mais aussi notre relève dans les collèges et les universités. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous pouvez faire par rapport à cette c'est comme je vous dis, c'est qu'actuellement, on a quand même des liens privilégiés avec les établissements collégiaux et l'École de technologie supérieure à ce niveau-là, justement, pour être capable de, transférer l'information d'une place à l'autre, puis au niveau de l'association, de regarder avec les grands donneurs d'ouvrage, c'est quoi leurs besoins versus qu'est-ce qui sort des écoles d'enseignement. Vous agissez un peu comme une table de concertation. Oui. Vous avez les grands donneurs d'ordre publics, du secteur public, vous avez les entreprises privées, vous avez les universités et les collèges, puis vous qui représentez les professionnels actuels et les experts actuels, mais vous voulez représenter et être capable de répondre aux demandes de... Je n'oserais pas dire du futur, c'est un futur très proche de nous. Là. Effectivement, puis comme professionnel, on le voit ce qui manque. Et on le partage avec le milieu, c'est-à-dire entre nous et les donneurs d'ouvrage. Donc, en quelque part, c'est sûr que le milieu de l'éducation doit être au fait de ça. Il doit organiser ces choses pour être capable de livrer le candidat qui va fonctionner dans le marché. Vous savez, je ne mentionnerai pas l'établissement, il y a 1 mois ou 2, je suis allé donner une conférence dans une université, en génie, il y avait 90 étudiants. Et quand on parle d'économie de construction, on parle de business, on parle d'affaires. Et les gens m'ont regardé comme... C'est un sujet qui est effleuré dans cette école-là. Pourtant, on va sortir des ingénieurs qui, un jour, vont probablement, dans un certain pourcentage, devoir évaluer des projets. Et ils n'ont pas la formation. Et alors, ça, on est en 2019 aujourd'hui, là. Et ça existe. Donc, c'est un problème qui l'association fait des efforts. On regarde du côté du milieu universitaire et collégial de leur dire, ça manque. Donc, il faut qu'il y ait une intervention vraiment concertée auprès des différents joueurs. Comment vous voyez votre association dans 5 ans?
Je pense qu'on a répondu à un autre professionnel, avec l'association toujours, auquel a comme mandat de donner la formation, donner la certification, et également faire la promotion de l'information, de la transmettre au niveau de ses membres. Donc, une association qui joue un rôle d'agent de changement? Oui, effectivement. On est déjà là. Ça va de le changer, de le réaliser, de le faire marcher. Merci beaucoup, Stéphane Doré, ingénieur, Plaisir. président de l'Association des estimateurs et économistes de coûts de construction du Québec. Alors, merci d'avoir été avec nous pour cette nouvelle émission de la série Innovation et modèles d'affaires en immobilier. Nous vous invitons à consulter le site web de JBC Média ou de la chaire Ivanhoe Cambridge d'immobilier de l'EGUQAM pour avoir accès non seulement à cette émission, mais à plusieurs autres de notre série. Nous vous saluons et nous vous invitons à revenir avec nous pour les prochaines émissions. Au revoir.